Bonsoir à vous tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Ce soir, notre séance va porter sur la thématique relative au management et j'aimerais bien à travers cette thématique aborder avec vous deux sujets. Le premier étant l'entreprise créatrice de valeur globale. Déjà, pour commencer, on va essayer de travailler sur un rappel sur le contexte général, puis essayer de définir qu'est-ce qu'une valeur globale ainsi que ses composantes. On finira là-dessus par quelques exemples. Dans une deuxième partie de notre séance de ce soir, j'aimerais bien qu'on aborde le deuxième sujet qui va porter sur les aspects managériaux, c'est-à-dire les aspects nécessaires à l'implication des salariés dans une entreprise et surtout qu'est-ce qu'on appelle les signes de reconnaissance, quelles sont leurs portées et surtout les conséquences. Commençons par le commencement, à savoir le management, l'entreprise est-elle créatrice de valeur globale? Qu'est-ce qu'une valeur globale? On va voir ce premier sujet ensemble. On commence le plan, il va dérouler de la manière suivante. Je vais vous donner quelques explications, une guise d'introduction générale. On va essayer de définir qu'est-ce qu'une valeur globale, quelle est la différence entre la valeur globale et la valeur ajoutée, c'est-à-dire la valeur purement économique de l'entreprise. On va aussi s'interroger sur les composantes, quelles sont les composantes de la valeur globale. On terminera cette première partie par des exemples pour illustrer la fameuse valeur globale. Alors, vous savez très bien qu'aujourd'hui, on est au XXIe siècle. Les entreprises et les niveaux de management dans l'entreprise sont de plus en plus tournés vers la personne, vers le développement de la personne, vers son évolution. Et si on regarde même au niveau du droit du travail, on va constater que la formation, c'est-à-dire le livre 6 qui est dédié à la formation et les mécanismes de la formation ainsi que les dispositifs, est vraiment tourné vers l'amélioration des compétences et des savoirs, des compétences surtout des salariés et surtout son employabilité. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on est aujourd'hui à des niveaux de management qui sont réellement tournés vers le salarié, vers le collaborateur, pour le faire évoluer. Et bien évidemment, du moment où on fait évoluer notre collaborateur ou nos collaborateurs, on fait évoluer l'entreprise. Ça, ce sont les principes modernes du management de nos jours. Mais comment peut-on définir la valeur globale? Et aujourd'hui, on sait très bien que dans un système économique très concurrentiel, ouvert, les frontières s'ouvrent de plus en plus, qu'on soit français au sein de l'Union européenne ou voir nos conventions commerciales avec les autres pays du monde, vous voyez, le marché est ouvert, alors de ce fait, la concurrence se fait de plus en plus rude. Et dans ce sens-là, on ne peut plus, si vous voulez, se contenter de dire quelle est la valeur ajoutée, c'est-à-dire la valeur économique d'une entreprise. Si on dit qu'une entreprise fait un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros, oui, est-ce qu'on peut se permettre de dire c'est très bien, c'est moyen? Non, on peut se poser plein de questions. Quelle est son évolution depuis 3 ans? Quel est son niveau par rapport à ses concurrents du même secteur d'activité? Et surtout, est-ce qu'il y a un écart entre le bénéfice net et le chiffre d'affaires global? Imaginons que le chiffre d'affaires est de 10 millions d'euros et le bénéfice net est je donne un exemple, 300 000 euros. Est-ce qu'en soi, ça nous dit des choses ou pas du tout? On peut, au lieu de dire, oui, sur 10 millions d'euros, les 300 000 euros peuvent être considérés comme peu importants au niveau du bénéfice net, mais normalement, on ne va pas s'arrêter là. On va se poser des questions relatives aux compétences des salariés, aux qualifications des salariés, au niveau du leadership, c'est-à-dire du management dans l'entreprise, le niveau de créativité des salariés, c'est-à-dire leur capacité, leur potentiel en matière d'évolution, etc., etc. On va essayer de regarder un ensemble d'indicateurs, et ce sont des indicateurs qui sont tournés
plutôt sur la vie sociale de l'entreprise, l'aspect social, la fenêtre sociale de l'entreprise, c'est-à-dire en d'autres termes, nous donner des indications chiffrées sur la politique sociale de l'entreprise et sa capacité de faire avancer ses salariés. Dans ce sens-là, on peut se permettre de dire, oui, il s'agit d'une entreprise qui va être capable de générer et de créer une valeur globale. Dans un premier temps, c'est vrai que je l'ai évoqué ce terme à plusieurs reprises, mais au final, qu'est-ce que la valeur globale? Aujourd'hui, on ne peut pas négliger que la valeur économique est une valeur très importante pour l'entreprise. On ne va pas dire le contraire. Mais par contre, elle ne sera pas la seule valeur sur laquelle on va se baser pour évoluer la pérennité et la solidité, d'accord, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à s'adapter à son marché. Bien sûr, on va la prendre en compte, mais en plus, on va prendre en considération 3 autres valeurs. À savoir, la première, c'est la valeur intellectuelle de l'entreprise. La deuxième, c'est la valeur sociale de l'entreprise. Et la troisième, il s'agit là de la valeur de satisfaction de l'entreprise. C'est-à-dire l'interaction entre la valeur économique, la valeur intellectuelle, la valeur sociale et la valeur de satisfaction, d'accord, l'interaction entre ces 4 valeurs vont générer ce qu'on va appeler ensemble la valeur globale de l'entreprise. Vous voyez, on a pris en compte et en considération le volet économique de l'évolution de l'entreprise, mais pas seulement. On a pris aussi le volet de l'évolution sociale dans l'entreprise. Allons voir ensemble qu'est-ce que veut dire la valeur intellectuelle. On va essayer de définir ces différentes valeurs, la valeur sociale ainsi que la valeur de satisfaction. Qu'est-ce que la valeur intellectuelle? La valeur intellectuelle peut être exprimée à travers la richesse du capital intellectuel de la société, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances, des compétences, des qualifications au travers les services et les produits qu'on va proposer sur le marché. D'accord? C'est-à-dire, plus on a un niveau d'expertise élevé, plus on peut se permettre de dire que là, il s'agit d'une entreprise qui arrive à générer la valeur intellectuelle. Et bien sûr, au niveau RH, on va le prendre en considération aussi parce qu'il est important de travailler et de baser sa réflexion sur la valeur intellectuelle de l'entreprise. Je vous donne un exemple en matière de départ ou mise à la retraite. Imaginons que dans une entreprise, on a 10 départs à la retraite. Alors, dans ce sens-là, comment on va traiter? Bien sûr, il y a le budget, il y a la démarche légale, etc., etc., on est d'accord. Il y a aussi une réflexion sociale en matière de la gestion des ressources humaines qui doit être faite. À savoir, ces 10 salariés qui vont partir, ils vont partir avec leurs compétences et savoir-faire. Quelle est notre politique qu'on a voulu mettre en place afin de pallier à ce manque? Est-ce que ces personnes qui sont parties vont former d'autres? Et comment on va essayer de travailler pour le remplacement de ces personnes? Et on va bien sûr prendre en compte leur valeur intellectuelle, c'est-à-dire leur capacité à faire, leur niveau d'expertise, leur qualification, leur expérience, etc., etc. Alors, ce sont des questions qu'on va se poser réellement pour renouveler les générations d'une manière efficace et surtout pour ne pas laisser l'entreprise régresser parce qu'elle a perdu un certain niveau de sa valeur intellectuelle. C'est dans ce sens-là qu'on va le travailler. La valeur sociale, quant à elle, on va essayer de la définir aussi ensemble, elle va exprimer le niveau de la sécurité, de la confiance dans l'avenir que génère l'entreprise en préservant l'emploi, en ayant un dialogue social réel, en ayant un environnement et des bénéfices bien sûr financiers, mais un environnement serein dans lequel les salariés peuvent évoluer et on peut, à travers justement leur expérience, les faire avancer sur les plans de carrière, etc., etc. Ça, c'est la valeur sociale qu'on peut détecter ou plutôt évaluer dans les entreprises. Et pour définir la troisième ou plutôt la quatrième valeur, à savoir la valeur de satisfaction, là, la valeur de satisfaction, j'attire votre attention que la valeur de satisfaction a un double niveau. Il s'agit là de la satisfaction des partenaires de l'entreprise. Et on est bien d'accord qu'on a 2 niveaux de partenaires, 2 catégories de partenaires. Les partenaires internes, ce sont les salariés bien sûr de l'entreprise et les IRP de l'entreprise. Et les partenaires externes,
sont les autres partenaires, à savoir les partenaires financiers, les partenaires administratifs, le fisc, les organismes sociaux, les clients, les fournisseurs, etc., etc. Le niveau de satisfaction est très important pour une entreprise parce que le niveau de satisfaction interne, c'est-à-dire l'entreprise répond aux besoins, d'accord, exprimés par les salariés, d'une part, et d'autre part, au niveau de la satisfaction externe, du moment où les salariés sont bien formés, sont des experts, sont motivés, et c'est une chose qu'on ne peut négliger aujourd'hui en matière de management, c'est la motivation, c'est-à-dire le vouloir faire, et pas que pouvoir faire, c'est-à-dire le savoir faire. Dans ce sens-là, l'entreprise va, à travers ses compétences, les compétences de ses collaborateurs, va rester dans les délais, payer ses factures en temps et en heure, respecter aussi la qualité des produits finis ou semi-finis qu'elle va produire, etc., etc. Vous voyez, toutes ces valeurs-là, c'est-à-dire l'intersection entre ces 4 valeurs, vont nous donner un aperçu, une indication assez importante sur la capacité de l'entreprise à s'adapter à son marché, c'est-à-dire pouvoir évoluer avec l'évolution des marchés. Aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi si je dis que les marchés avancent d'une manière assez importante, c'est-à-dire très rapide. Et les frontières sont ouvertes, les avions sont là, les lignes sont à développer, dans tous les pays. Les lignes aériennes, etc., etc. Alors, vous voyez, l'entreprise a besoin, pour rester pérenne et surtout pouvoir et être capable de s'adapter au niveau de l'évolution des marchés, il faut qu'elle travaille, et elle est dans la nécessité de travailler sur sa capacité de la création de la valeur globale. Désormais, on ne peut plus se permettre de se contenter juste du développement de la valeur économique simple de l'entreprise. C'est une vision qui peut être erronée. Je voudrais juste vous rappeler qu'est-ce que la vision d'entreprise. La vision de l'entreprise, c'est le projet d'entreprise. Et en général, le projet d'entreprise, il peut être triennal, c'est-à-dire sur une période de 3 ans. Il faut qu'on ait une visibilité sur notre projet sur 3 ans, ou il peut être, la majorité des cas, on va le construire sur une période quinquennale, à savoir sur une période de 5 ans. Une entreprise qui n'a pas une vision claire, un projet, c'est-à-dire au niveau du développement social, bien sûr économique, hein, on ne va pas le négliger, de satisfaction et intellectuelle de l'entreprise, c'est une entreprise qui se met en danger. Et on ne peut pas dire non, non, on est une grande entreprise, de toute façon, on ne risque pas grand-chose. C'est pas vrai. Et on a pas mal d'exemples de grandes entreprises qui n'avaient pas vraiment cette vision d'entreprise et elles sont presque disparues, c'est-à-dire elles ne sont plus des multinationales, etc., etc. Alors, dans ce sens-là, il est bien de donner quelques exemples pour illustrer ensemble, d'accord, de quelle manière on peut détecter, quels sont les indicateurs aussi qu'on peut utiliser. Je vais vous donner quelques exemples, hein, et ma liste sera loin d'être exhaustive. Comment la fonction du management peut-elle participer à la création de la valeur globale? On va essayer de travailler sur 3 valeurs. Comment la valeur économique peut être mieux développée sur des bonnes bases et solides. Vous allez voir que la qualité du management est très importante. La valeur sociale aussi, on va la travailler ensemble à travers quelques exemples. Et bien sûr, pour finir, je finirai sur une illustration à travers d'exemples sur la valeur de satisfaction. Et je vais essayer d'orienter mes exemples autour du management et surtout autour des ressources humaines et du recrutement. Comme ça, on aura une meilleure lecture sur les 3 types d'exemples. Pour commencer, sur la valeur économique. Du moment où la société est capable, si je reste sur la procédure de recrutement par exemple, si on améliore nos délais de recruter. Si par exemple je reçois une demande du service technique en me disant voilà j'ai une absence de 3 semaines et j'ai besoin à tout prix remplacer le salarié absent, si on reste 2-3 mois à chercher le remplaçant, vous pouvez imaginer quelles sont les pertes économiques
mais aussi au niveau social. Il ne faut pas oublier au niveau de la productivité et ainsi de suite dans ce service. Alors, il faut qu'il y ait une parfaite harmonie, une parfaite communication, un parfait dialogue et une réactivité à travers et plutôt entre les différents services, c'est-à-dire en matière de management organisationnel des services. Un autre exemple, le choix et la définition des profils et des compétences, c'est-à-dire notre capacité à élaborer des fiches de poste, à bien définir les profils de poste qu'on souhaite recruter ou pour remplacer quelqu'un ou lors d'une ouverture d'un poste. Et ça, c'est très important parce que du moment où on a ce qu'on va appeler des départs prématurés, ça sera une perte quand même assez importante et assez conséquente à l'entreprise. Qu'est-ce qu'un départ prématuré après un recrutement? On va apprécier un départ prématuré, tout départ qui va parvenir en période d'essai, en période d'essai ou avant un an d'ancienneté. On dit un salarié, pour avoir ses repères, pour qu'il commence à être productif, il faut au moins un an dans le poste pour qu'il ait vraiment l'ensemble des repères et être réellement productif. De ce fait, si on se trompe sur le recrutement parce qu'on n'a pas développé assez d'outils, on n'a pas mis en place un process pour améliorer les performances en matière de recrutement et on a amélioré notre organisation, on est d'accord qu'on risque, on va augmenter notre risque de ce qu'on va appeler un départ prématuré. Un départ prématuré, je vous donne un exemple, c'est des chiffres qui peuvent quand même donner juste une idée. Un départ prématuré d'un cadre qui recrute peut coûter jusqu'à l'équivalent, d'accord, de 3 mois bruts de salaire à l'entreprise parce qu'il faut refaire le process de recrutement et ça a un coût, il faut former la nouvelle personne, etc., etc. Du coup, on a perdu en productivité, on est d'accord. Et bien sûr, si je reste toujours sur mes exemples relatifs au recrutement, on essaie toujours d'être de plus en plus efficace, mais pas que. On aimerait bien aussi, et là on tend vers de passer de l'efficacité à l'efficience, c'est-à-dire on doit recruter, mettre en place les process, les outils nécessaires pour mieux recruter et surtout à moindre coût, c'est-à-dire quels sont les moyens qui peuvent nous permettre de recruter d'une manière efficace mais réduire les coûts du recrutement. Et ça, il y a les entreprises mettent en place plusieurs techniques, entre autres les partenariats avec des écoles, les partenariats avec des universités, et j'en passe et j'en passe. Maintenant, si on schématise le tout, c'est-à-dire comment on peut participer, on peut contribuer à la création d'une valeur économique de tout ça, au niveau du management. Si on améliore nos performances techniques, c'est-à-dire notre qualité, si on prend toujours l'exemple du recrutement, la qualité du recrutement, le process, les outils, si on respecte les délais, on répond aux besoins des services d'une manière assez réactive, si on optimise en plus les coûts, à tout ça on rajoute l'amélioration des performances du process, à savoir la qualité du leadership, parce que le management, le leadership, c'est quand même très important pour intégrer, et on n'oublie pas la phase de l'intégration qui est une phase primordiale lors du recrutement. Il n'y a pas plus désagréable qu'un salarié quand il arrive à son entreprise et il va sentir qu'il n'est même pas attendu, personne ne s'occupe de lui, on lui donne à peine son contrat, il signe et voilà, il intègre vite fait le poste. Bien sûr, la phase d'intégration est très importante et elle est étroitement aussi liée à la qualité du management et du leadership, que ça soit dans les services RH ou dans les différents services aussi de l'entreprise. Et bien sûr, il faut travailler, il faut développer les outils de motivation. Les outils de motivation, ça peut être des chèques cadeaux, des chèques vacances, des plans épargne entreprise, des chèques CESU, c'est-à-dire chèque emploi service universel, etc., etc. Les outils ne manquent pas, mais il faut savoir les développer pour qu'ils se transforment en levier de motivation à nos salariés. De toute façon, on reviendra là-dessus. Les besoins de motivation aussi des salariés ne s'arrêtent bien sûr pas
que sur les outils de motivation que j'ai évoqués, mais on va le développer sur la deuxième partie de notre soirée, quels sont les besoins et les outils de motivation. Et bien sûr, si on met en place cette équation, c'est-à-dire l'amélioration des performances techniques, ainsi que l'amélioration de la qualité du process, quelles sont les conséquences directes et indirectes, sont l'amélioration du chiffre d'affaires. Vous voyez, à travers ces améliorations, on a augmenté d'une manière directe ou et indirecte notre chiffre d'affaires. Bien sûr, on a augmenté, c'est-à-dire on a fait évoluer notre niveau de compétence au sein des entreprises. Et bien évidemment, de ce fait, on a augmenté notre niveau de productivité. La productivité, croyez-moi, elle est étroitement liée aussi à la capacité de l'entreprise de motiver ses salariés. Voilà le premier exemple qui est relatif à la contribution au résultat, c'est-à-dire au niveau managérial. On va passer à un deuxième type d'exemple, à savoir, là, c'est le niveau social. L'image sociale de l'entreprise est très importante aussi. C'est pour ça on a de plus en plus aujourd'hui d'entreprises qui font très attention et qui construisent une réelle politique de ce qu'on va appeler le marketing RH. Le marketing RH, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, le marketing RH, c'est la communication qu'on va élaborer en interne et en externe, peu importe le canal ou les canaux par lesquels on souhaite passer, mais pour mettre en évidence et mettre en valeur la politique sociale de notre entreprise. Pourquoi, d'après vous, on a besoin de travailler sur le marketing RH? Parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin de plus en plus, et justement pour développer et être réactifs en matière d'embauche, de remplacement, etc., d'avoir des viviers assez importants ou d'avoir des profils qui sont plus ou moins rares. Alors, il y a des profils qui sont très recherchés, mais qui sont rares. Or, du moment où on développe notre marketing RH, on développe notre visibilité et on développe notre attractivité quelque part en matière sociale. Et comme ça, on va essayer de récolter de plus en plus des profils rares ou faire développer notre vivier en matière d'embauche, en remplacement, et ainsi de suite. Alors, les indicateurs qui peuvent aussi nous indiquer la valeur sociale de l'entreprise, ce sont les indicateurs qui sont tournés vers, ou plutôt centrés sur la diversité. Est-ce qu'on a une politique sociale qui développe le potentiel des hommes et des femmes? Les personnes, est-ce qu'on arrive à intégrer et avoir une politique réelle en matière d'intégration des personnes en situation de handicap? Est-ce qu'on pratique la discrimination en se basant sur les origines ethniques des candidats ou voire des salariés au niveau des promotions, etc. Est-ce qu'on arrive à mettre en place une politique sociale qui intègre les jeunes? Parce que les jeunes, on dit comme ça, à travers l'intégration, c'est-à-dire l'embauche des jeunes, on va renouveler les générations dans une entreprise. Et on va faire monter en puissance les compétences, les nouveaux regards, les nouvelles techniques, etc., etc. Et bien sûr, qu'en est-il des seniors de l'entreprise? Est-ce qu'on embauche des seniors ou est-ce qu'on met en place une politique pour encourager les seniors à vraiment transmettre dans l'entreprise? On va travailler avec eux en tant que référents dans une entreprise, etc., etc. On a beaucoup de moyens et d'indicateurs qui peuvent nous permettre d'évaluer la valeur sociale dans ce sens-là aussi. Et bien évidemment, à ne pas oublier au niveau de la formation. La formation, du moment où les personnes sont formées, on a pas mal d'outils, les tableaux de bord sociaux, on a les bilans sociaux, etc., etc. La base aujourd'hui, parce que la réforme est passée et c'est rentré en vigueur, c'est la fameuse base de données sociale aussi dans l'entreprise. Et dans ce sens-là, on a pas mal d'indicateurs qui vont nous donner une appréciation sur la capacité de l'entreprise à générer de la valeur sociale. Et pour finir, je vous donnerai un ensemble d'exemples relatifs au niveau de satisfaction. C'est toujours, si on reste dans le cadre de l'embauche et du recrutement, etc., par exemple, on peut orienter le niveau de satisfaction des étudiants et des stagiaires qu'on va recevoir.
Est-ce qu'on a une réelle politique d'intégration de ces stagiaires ou de ces étudiants, ou c'est juste pour les mettre dans un coin et pas s'en occuper, ni leur désigner un tuteur ou un parrain, etc., etc. On est d'accord. Ça, normalement, on n'est pas capable de créer de la valeur globale si on agit ainsi. Satisfaction des candidats. Est-ce qu'on a un process? On rentre en contact avec les candidats? Est-ce qu'on va expliquer à un candidat qu'on va recevoir l'ensemble de la procédure de recrutement? Est-ce qu'il va passer un entretien, 2 entretiens? De quelles conditions? Dans quelles conditions? Est-ce qu'il va remplir et compléter, renseigner un questionnaire d'embauche? Est-ce qu'il va être soumis à des tests? Quel type de tests? Quelles sont les finalités des tests? Etc., etc. Combien de fois on a et on voit qu'au niveau du recrutement, on laisse les candidats dans une pièce en disant voilà, c'est un formulaire, vous pouvez le compléter, je reviens vous voir dans une heure. Ce n'est pas une qualité assez importante de procédure de recrutement. La satisfaction des nouveaux embauchés. Est-ce qu'on les a bien intégrés? Est-ce qu'on a désigné un parrain ou un tuteur? Est-ce qu'on fait des évaluations régulières pour voir s'ils ont besoin qu'on les accompagne mieux, s'ils ont besoin de moyens très spécifiques, etc. Et bien sûr, on a le fameux indicateur qui est relatif au départ aussi prématuré. Si ces personnes embauchées partent avant 1 an d'ancienneté, c'est que quelque part dans notre démarche, il y a des étapes qui étaient défaillantes quelque part. La satisfaction des salariés par rapport aux catégories socio-professionnelles aussi. En général, je vous les rappelle, on a dans les entreprises, sauf cas exceptionnels selon les secteurs d'activité, 3 catégories socio-professionnelles. La première, c'est les ouvriers et les salariés. La deuxième, ce sont les TAM, les techniciens agents de maîtrise. Et la troisième catégorie socio-professionnelle, ce sont les cadres. Et bien sûr, on peut prendre comme exemple, on peut pas négliger la satisfaction des clients externes, c'est-à-dire nos partenaires externes, par rapport aux compétences des salariés de l'entreprise. Je vous prends un exemple. Quand un client appelle le service commercial et on n'arrive pas à trouver son dossier, on le promène d'un service à un autre, sans répondre à ses vraiment besoins, c'est-à-dire ses sollicitations, etc., etc., vous pouvez imaginer que le niveau de satisfaction de ce client est en baisse réelle et à la première occasion, il va se dire, écoutez, dans ces conditions-là, je vais essayer d'avoir des contrats avec d'autres entreprises, sachant que le marché est ouvert, la concurrence est bien là, vous pouvez imaginer, il n'y aura pas de souci dans ce sens-là. Alors, vous voyez, la valeur globale, aujourd'hui, elle va nous permettre d'évaluer cette capacité des entreprises à s'adapter au marché et surtout sur leur niveau de pérennité. Et dans ce sens-là, bien sûr, on ne va pas s'arrêter que sur les indicateurs économiques, on va aller plus loin pour étudier la valeur globale, on va étudier les indicateurs qui sont relatifs à la valeur intellectuelle, à la valeur sociale et à la valeur de satisfaction avec le double niveau interne de satisfaction et niveau externe. Voilà ce que j'avais envie de vous communiquer comme information ce soit relatif à cette valeur globale dans l'entreprise et comme la tradition, on a établi cette tradition, je vais vous exposer un QCM. Je vous invite à le regarder 1 minute et on essaiera de le travailler ensemble. Voilà, je reprends la main et on va essayer de travailler les questions une à une. Là, il s'agit de 6 questions. La première, le management par les valeurs est une notion très récente, c'est-à-dire qui date que des années 90. Est-ce vrai ou faux? Bien sûr, c'est vrai. Le management par les valeurs, c'est une notion qui est vraie et elle est récente. Elle est récente et elle date des années 90
réellement. La deuxième question, l'excellence et la qualité sont au cœur de la politique stratégique des grandes entreprises. Bien sûr, c'est vrai. C'est vrai que là, aujourd'hui, on essaye toujours de manager par les performances. C'est-à-dire, l'excellence et la qualité est au sein du développement et de l'évolution des entreprises. La troisième question, aujourd'hui, les entreprises sont évaluées sur leur seule valeur économique. C'est bien sûr faux, on vient de le dire. Il s'agit là de l'évaluation des entreprises sur la valeur globale, économique, sociale, intellectuelle et de satisfaction. La quatrième question, la valeur intellectuelle ne prend en compte que la satisfaction des clients de l'entreprise. Pas du tout, la valeur, on l'a vu ensemble, la valeur intellectuelle va prendre en considération l'ensemble des compétences de l'entreprise, de l'expérience et des qualifications au sein de l'entreprise. La cinquième question, elle disait la chose suivante, les indicateurs relatifs au recrutement participent à l'appréciation de la valeur globale dans l'entreprise, bien évidemment. Et tous mes exemples ce soir étaient orientés vers ces indicateurs qui sont relatifs au recrutement. Et pour finir, la sixième et dernière question, les indicateurs relatifs à la formation et à l'étude de la pyramide des âges participent à l'appréciation de la valeur intellectuelle de l'entreprise. Bien sûr, c'est vrai, la formation, plus on a un nombre d'heures de formation et surtout, attention, des formations qui sont inscrites dans le cadre d'un besoin collectif du développement de l'entreprise, d'une part, et des besoins individuels exprimés par les salariés, ce sont des formations qui ont des conséquences très positives sur l'amélioration des valeurs, de la valeur globale de l'entreprise. Et dans ce sens-là, je vous invite à aller vers le deuxième sujet que j'aimerais bien aborder avec vous ce soir, l'implication des salariés et les signes de reconnaissance.